Le silence oppressant de l'auditorium de Crestwood High s'effrita lorsque la voix cinglante du principal Hargrove résonna dans les haut-parleurs que le fils du concierge nous montre ce qu'il sait faire au piano. Un éclat de rire cruel jaillit de la foule. Comme une lame tranchant l'air. Darius Thompson, 14 ans, se figea sur place, les joues brûlantes, le cœur battant à tout rompre. Les regards moqueurs des élèves, vêtus de marques de luxe, le transperçaient. Ethan Caldwell, fils d'un membre influent du conseil scolaire, ricanait au premier rang, son téléphone déjà levé pour filmer ce qu'il pensait être une humiliation publique. Darius, le fils du concierge noir, n'était qu'un intrus dans cette école élitiste, un pion dans le jeu sadique du principal pour rappeler à tous sa place. Mais ce que Hargrove et ses complices ignoraient, c'était que Darius, dans l'ombre, avait transformé sa douleur en musique, et que ce piano, symbole de leur mépris, allait devenir l'arme de sa révolte. Avant de plonger dans cette histoire d'injustice et de triomphe, d'où nous regardez-vous? Si vous avez déjà été sous-estimé, frappez le bouton « J'aime » et laissez un commentaire avec le mot « Justice » pour montrer que vous croyez en la force de ceux qu'on cherche à briser. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté et découvrez comment un instant sur scène a changé la vie de Darius à jamais. Dans les couloirs rutilants de Crestwood High, les baskets usées de Darius grinçaient contre le marbre poli, nettoyé chaque nuit par son père, Nathan Thompson, à 14 ans. Darius connaissait par cœur la frontière invisible qui le séparait des autres élèves. Crestwood, niché dans une banlieue cossue, était un bastion de privilèges, où les voitures de luxe déposaient des adolescents en vêtements de créateurs, discutant de leurs vacances dans des villas méditerranéennes. Darius, lui, portait un sac à dos rapiécé, acheté dans une friperie, et baissait les yeux pour éviter les regards dédaigneux. Son père, Nathan, avait été un professeur de musique respecté dans une école communautaire, mais des coupes budgétaires l'avaient relégué au poste de concierge à Crestwood. Ce travail, bien en dessous de ses qualifications, offrait un avantage précieux, la possibilité pour Darius d'intégrer une école avec des ressources modernes, des laboratoires bien équipés et des programmes d'accès aux grandes universités. Pour contourner les règles strictes de zonage scolaire, Nathan avait utilisé l'adresse de sa sœur, située dans le district, alors que leur véritable appartement, un modeste 2 pièces, se trouvait juste au-delà des limites administratives. Cet appartement, ils y avaient emménagé après la mort de la mère de Darius, Élise, emportée par une maladie fulgurante. Les factures médicales avaient englouti leurs économies, les forçant à quitter leur maison pour ce logement exigu, où les souvenirs d'Élise flottaient comme des fantômes. Chaque matin, Nathan déposait Darius avant de commencer son service, et chaque soir. Darius attendait dans la bibliothèque de l'école jusqu'à ce que son père ait fini de nettoyer les bureaux des administrateurs. Personne à Crestwood ne semblait remarquer Nathan, cet homme noir qui rendait leurs espaces impeccables, sauf le principal Richard Hargrove. Son sourire pincé, chargé de mépris, apparaissait chaque fois que Nathan entrait dans une pièce. Hargrove, un homme grand et sévère, avait bâti la réputation de Crestwood sur ce qu'il appelait l'excellence et la tradition. Des mots qu'il martelait lors des réunions du conseil scolaire pour justifier la démographie homogène de l'école. Darius avait surpris une conversation entre Hargrove et son adjoint près d'un placard à fournitures. « Nous devons maintenir nos standards. Cette école ne peut pas devenir un dépotoir pour les transfuges des quartiers populaires. » Ces mots, comme une brûlure, restaient gravés dans l'esprit de Darius alors qu'il s'asseyait au fond de sa classe d'histoire, tentant de se rendre invisible. Le seul rayon de lumière dans sa journée était le cours de musique avec Madame Clara Evans, une enseignante âgée, proche de la retraite, mais dotée d'une bienveillance rare, contrairement aux autres professeurs, qui l'ignoraient ou le traitaient avec une pitié maladroite. Madame Evans le regardait dans les yeux et lui parlait comme à un égal. Parfois, lorsqu'il jouait une mélodie simple en classe, elle s'arrêtait près de son pupitre et hochait la tête avec un sourire discret.
comme si elle voyait quelque chose que les autres ne percevaient pas. Mais Darius gardait son véritable talent caché, un secret qu'il chérissait loin des regards. Chaque soir, après avoir vérifié que les couloirs étaient déserts, il se glissait dans la salle de musique, laissé déverrouillé par négligence. Là, sur la scène minuscule, trônait un piano à queue Steinway, un instrument somptueux offert par un ancien élève fortuné, d'une valeur supérieure à tout ce que les Thompson possédaient. Darius n'avait jamais eu de leçon formelle, un luxe hors de portée, même avant la maladie de sa mère. Mais il avait une oreille absolue, un don qu'Élise avait remarqué lorsqu'il n'avait que 4 ans. « Tu entends ce que les autres ne peuvent pas, mon trésor, » lui disait-elle, les yeux brillants de fierté. Après sa mort, la musique était devenue le fil qui le reliait à elle. Darius avait appris seul, utilisant des tutoriels sur Internet, des partitions gratuites et des vidéos de grandes pianistes, imitant leurs gestes pendant des heures dans la solitude de la salle de musique. Dans cet espace, il s'évadait. Il avait commencé par des mélodies simples, mais bientôt, il maîtrisait des pièces complexes, comme les nocturnes de Chopin ou les sonates de Beethoven. Joué avec une émotion brute qui aurait impressionné les professeurs les plus exigeants. Ce secret, il le protégeait jalousement, conscient que les élèves de Crestwood, toujours prompts à le railler, n'avaient besoin d'aucune arme supplémentaire contre lui. Mais un jour, son invisibilité vola en éclats. Lors d'un cours d'histoire animé par M. Jamal Carter, le seul professeur noir de l'école, la discussion portait sur le renouveau artistique des années 1920. Lorsque M. Carter demanda « Qui peut citer des musiciens noirs influence de cette période ?» Le silence s'installa. Darius, comme toujours, fixait son cahier, espérant passer inaperçu, mais Ethan Caldwell, avec son arrogance habituelle, lança « Kanye West, non », provoquant l'hilarité de ses amis. Quelque chose en Darius se brisa, sans réfléchir. Il prit la parole. En fait, à cette époque, c'étaient des musiciens comme Duke Ellington, Louis Armstrong ou Bessie Smith. Ils ont révolutionné le jazz et le blues, posant les bases de la fusion classique et de l'improvisation moderne. La classe se tut. M. Carter, impressionné, sourit, parfaitement exact. M. Thompson, bravo pour vos connaissances. Cette intervention, si brève fut-elle, scella son destin. Ethan, piqué au vif, se pencha vers lui. « Regardez-moi le fils du concierge qui joue au savant. Tu nettoies la salle de musique, c'est ça, ramasser les ordures, t'apprends le classique. » La chaleur monta aux joues de Darius, alors que des rires étouffés parcouraient la classe. « Je connais plus de musique classique que tu n'en apprendras jamais, » murmura-t-il, regrettant immédiatement ses paroles. Ethan haussa les sourcils, un sourire narquois aux lèvres. Vraiment, entre deux poubelles vidées avec papa. Me... Carter intervint sèchement. Ça suffit. Caldwell. Encore un mot. Et vous irez méditer en retenue. Mais le mal était fait. À la pause déjeuner, l'incident avait fait le tour de l'école. Darius trouva un dessin grossier sur son casier, une silhouette en salopette de concierge tenant un balai, avec l'inscription « Fils de ménage ». Pire encore, en traversant le couloir, il surprit Ethan et ses acolytes en train de vider son sac à dos dans la cafétéria, éparpillant ses affaires, cahiers, crayons, une vieille photo de sa mère, sur le sol collant. Ethan ramassa le carnet de Darius, où il notait des esquisses de partition, et écrivit en gros feutre rouge « Fils du concierge ». Les rires des autres élèves, qui filmaient la scène avec leur téléphone, résonnaient comme des coups de poignard. Darius, humilié, ramassa ses affaires en silence, la rage bouillonnant en lui. Cette cruauté gratuite, orchestrée par un gosse de riche protégé par son père, était une injustice criante. Le lendemain, une annonce retentit dans les haut-parleurs. Rappel à tous les élèves et professeurs, notre gala annuel des arts aura lieu vendredi prochain.
Les formulaires d'inscription sont disponibles au bureau principal pour les élèves ayant une formation officielle. Madame Evans, soupirant, murmura. Avant, ce gala était ouvert à tous ceux qui aimaient les arts. Darius sentit une étincelle d'espoir. Vite éteinte, ce gala était réservé aux enfants de l'élite, ceux dont les parents payaient des professeurs privés. Son talent, aussi grand soit-il, n'avait pas sa place dans ce monde. Mais le pire était à venir. Lors d'un cours d'histoire, Carter relance une discussion sur la musique, et Ethan, cherchant à provoquer Darius, lança « Le concierge junior pense qu'il est Mozart, c'est ça. » Darius, poussé à bout, rétorqua « Je pourrais jouer des pièces que tu ne comprendrais même pas. » Cette phrase, prononcée dans un moment de colère, parvint aux oreilles de Hargrove, qui passait dans le couloir. Le principal, voyant une opportunité de remettre Darius à sa place, organisa une assemblée spéciale sous prétexte de célébrer les talents cachés. Le jour de l'assemblée, Darius et Nathan, vêtus de leurs plus beaux vêtements, un costume usé pour Nathan, une chemise repassée pour Darius, prirent place au fond de l'auditorium. Mal à l'aise parmi les parents en costume sur mesure. Hargrove monta sur scène, son sourire froid balayant l'assemblée avant de se poser sur les Thompson. « À Crestwood, nous valorisons l'excellence, » déclara-t-il, sa voix mielleuse masquant à peine son mépris. « Ce soir, nous allons découvrir un talent inattendu, Darius Thompson, montez sur scène. Je vous prie. » Les murmures parcoururent la foule. Nathan, perplexe, chuchota « Qu'est-ce qui se passe, fiston ?» Mais Darius, les jambes lourdes, s'avança vers la scène, le cœur battant à tout rompre. Hargrove désigna le Steinway rutilant. « Puisque vous prétendez connaître la musique classique, montrez-nous donc ce que vous savez faire. Quelque chose digne de nos standards. Bien sûr. » Les rires fusèrent. Ethan et ses amis brandissant leur téléphone pour immortaliser l'humiliation. Madame Evans, assise près de la scène, fronça les sourcils, visiblement mal à l'aise. Les parents chuchotaient, certains amusés, d'autres gênés par cette mise en scène cruelle. Darius s'approcha du piano, ses mains tremblantes planant au-dessus des touches. Il ferma les yeux, se remémorant les paroles de sa mère. « Quand le monde te fait taire, laisse la musique parler. » La rage, l'humiliation, la douleur de voir son père rabaissé, tout se mêlait en lui. Ses doigts effleurèrent les touches, et les premières notes de la sonate au clair de lune de Beethoven s'élevèrent. Timide d'abord, puis gagnant en assurance. Les rires s'éteignirent. Les téléphones s'abaissèrent. La mélodie, empreinte d'une émotion brute, enveloppa l'auditorium comme une vague. Darius, les yeux clos, se perdit dans la musique, son corps suivant le rythme des accords, ses doigts dansant avec une précision instinctive, les imperfections techniques, qu'un professeur strict aurait notées, étaient éclipsées par la passion qui émanait de son jeu, lorsque les dernières notes s'évanouirent. Un silence stupéfait emplit la salle. Ethan, bouche bée, laissa tomber son téléphone. Hargrove, figé, avait perdu son sourire suffisant. Madame Evans, les larmes aux yeux, fut la première à applaudir, bientôt rejointe par une vague d'ovation. Darius ouvrit les yeux, croisant le regard de son père, où se mêlaient choc et fierté indicibles. Mais Hargrove, reprenant contenance, s'avança, sa voix mielleuse masquant à peine son irritation. « Eh bien, quelle surprise! Une imitation plutôt convaincante, je dois dire. Mais à Crestwood, nous exigeons plus qu'un tour de passe-passe. » Une voix dans la foule lança « C'était magnifique, pas un tour. » Quelques parents hochèrent la tête, mais Ethan, reprenant ses esprits, murmura à son père « Il a dû apprendre une seule pièce par cœur. C'est tout ce qu'il sait faire. » Le père d'Ethan, Thomas Caldwell, se leva. « Richard, peut-être pourrions-nous tester sa véritable connaissance. N'importe qui peut mémoriser un morceau avec assez de temps. » Hargrove saisit l'idée avec avidité. «
Excellente suggestion. Thomas, la culture musicale, c'est bien plus que de la répétition. Madame Evans, proposez un défi. Madame Evans, le regard dur, s'avança. Très bien. Darius, connaissez-vous le prélude en Do majeur de Bach, ou peut-être la sonate NDG14 de Mozart? Darius hocha la tête à chaque suggestion. Le Bach suffira, trancha-t-elle, défiant Hargrove du regard. Darius, prenant une profonde inspiration, expliqua. Bach a composé ce prélude pour explorer les possibilités de l'accord tempéré. Il repose sur des arpèges répétés qui créent une progression harmonique. Puis il joua, les notes cristallines emplissant l'auditorium, prouvant qu'il n'était pas un imposteur. L'applause éclata, plus forte encore. Mais Hargrove, le visage crispé, mit fin à l'assemblée. Nous poursuivrons cette discussion plus tard. Alors que la foule se dispersait, les parents approchèrent Darius et Nathan, offrant des félicitations timides. Mais dans l'ombre, Hargrove discutait avec Thomas Caldwell, son expression sombre. Darius sentit un frisson d'appréhension. Ce triomphe, il le savait, aurait un prix, et il ne tarda pas à se manifester. Le lendemain, une vidéo de l'Assemblée, montée pour accentuer les rires initiaux et incluant des commentaires racistes anonymes, fut partagée sur les réseaux sociaux par le compte d'Ethan. Le titre, le concierge junior croit qu'il est Beethoven. Les commentaires, remplis d'insultes, déchiraient Darius, à l'école. Les moqueries redoublèrent. Ethan, croisant Darius dans un couloir, lança « Profite de ta gloire, charity case, ça ne durera pas ». Puis, dans un geste qui fit bouillir le sang de Darius, Ethan déchira la photo de sa mère, qu'il avait récupérée dans son sac, et la piétina devant une foule hilare. Darius, les poings serrés, dut se retenir pour ne pas frapper. Cette profanation de la mémoire de sa mère, orchestrée par un gamin arrogant protégé par son statut, était une blessure insupportable. Ce soir-là, Nathan remarqua la tension de son fils. « Que s'est-il passé, fiston ?» demanda-t-il dans leur voiture délabrée. Darius, incapable d'ajouter à la fatigue de son père, qui travaillait 14 heures par jour, murmura « Juste une mauvaise journée, papa. » Mais Nathan, sentant la vérité, posa une main sur son épaule. « Je suis fier de toi, tu sais, chaque jour. Ta mère le serait aussi. » Cette nuit-là, Darius ne dormit pas. L'image de la photo déchirée, les rires cruels, le regard calculateur de Hargrove, tout tournait dans sa tête. Il savait que l'humiliation publique n'était que le début. Hargrove, piqué dans son orgueil, ne laisserait pas un fils de concierge défier son autorité sans représailles. Et il avait raison. Le lendemain, une annonce retentit, « Nathan Thompson, présentez-vous immédiatement au bureau du principal. » La voix de Hargrove, froide et officielle, glaça le sang de Darius. Quelque chose de terrible se préparait. La vidéo de Darius Thompson jouant la sonate au clair de lune lors de l'assemblée de Crestwood High se répandit comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, partagée par des élèves, des parents et même des inconnus émus par son talent brut. Les commentaires louaient son génie, son courage face à l'humiliation orchestrée par le principal Hargrove. Mais à Crestwood, ce triomphe inattendu attisa une tempête de vengeance. Hargrove, humilié par l'éclat de ce « fils de concierge », lança une investigation sur la résidence des Thompson, déterminé à expulser Darius et à licencier son père. Nathan. Dans les couloirs de l'école, les moqueries d'Ethan Caldwell et de sa clique prirent une tournure encore plus vicieuse, tandis que des actes de cruauté inimaginables poussaient la rage de Darius et celle de ceux qui le soutenaient à son paroxysme. La musique, son refuge, fut menacée par des interdictions mesquines et des destructions haineuses. Mais au cœur de cette injustice,
Une communauté commença à se lever pour défendre un garçon dont le talent défiant les barrières sociales devenait un symbole de résistance. Le lendemain de l'assemblée, Darius entra dans Crestwood High sous un déluge de regards. Certains élèves, qui l'avaient ignoré jusque-là, murmuraient avec admiration. Mais d'autres, menés par Ethan Caldwell, intensifièrent leur hostilité. En traversant la cafétéria, Darius trouva son casier vandalisé une caricature grotesque d'un concierge noir, balai en main, avec l'inscription « Rentre chez toi, parasite », gravé au marqueur indélébile. Le mot « parasite », chargé de mépris racial, fit bouillir son sang. Ethan, appuyé contre un mur, ricanait avec ses acolytes, leur téléphone braqué sur Darius pour capturer sa réaction. « Tu croyais que ton petit numéro au piano te rendrait intouchable », lança Ethan, sa voix dégoulinante de sarcasme. Darius serra les poings, retenant la fureur qui menaçait de déborder. Cette insulte, peinte sur son casier, n'était pas seulement une attaque personnelle. Elle visait son père, sa mère disparue, tout ce qu'il représentait. L'injustice était suffocante, et l'impunité d'Ethan, protégé par son père influent, rendait la blessure encore plus profonde. Pire encore. Une nouvelle annonce retentit dans l'école. À partir d'aujourd'hui, l'accès à la salle de musique est strictement réservé aux élèves inscrits à des cours officiels. Toute utilisation non autorisée sera sanctionnée. La voix de Hargrove, froide et autoritaire, semblait s'adresser directement à Darius. En arrivant à la bibliothèque ce soir-là, Darius tenta de se glisser dans la salle de musique, son sanctuaire, mais la porte était verrouillée. Un panneau flambant neuf indiquait « Accès réservé au personnel autorisé. Veuillez vous adresser au bureau principal. » À travers la vitre, il aperçut une caméra de surveillance braquée sur le Steinway, comme si l'instrument lui-même était un criminel à surveiller. Cette interdiction, mesquine et calculée, était une gifle. La musique était son oxygène, le seul endroit où il pouvait communier avec la mémoire de sa mère. Élise, la lui arracher, c'était comme profaner son âme. La rage monta en lui, mêlée d'un sentiment d'impuissance qui le laissa tremblant. À la maison, Nathan remarqua l'angoisse de son fils. « Qu'est-ce qui ne va pas, Darius ?» demanda-t-il, ses yeux fatigués scrutant le visage de son garçon. Darius, incapable de cacher la vérité plus longtemps, expliqua la vidéo virale, le casier vandalisé, l'interdiction de la salle de musique. Nathan, dont les mains calleuses trahissaient les heures passées à nettoyer pour offrir une chance à son fils, serra les mâchoires. « Ils veulent nous briser, fiston, mais on ne les laissera pas faire. » Cette nuit-là, une lettre officielle arriva à leur appartement, une convocation pour une enquête sur leur statut de résidence. Hargrove alléguait que les Thompson vivaient hors du district, violant les règles d'inscription. Si cela était prouvé, Darius serait expulsé, et Nathan perdrait son emploi pour fraude. L'accusation, formulée avec une précision bureaucratique, était une arme visant à les anéantir. La cruauté de cette manœuvre, punir un enfant talentueux et un père dévoué pour avoir osé défier les privilèges de Crestwood, était insupportable. Le lendemain, l'hostilité à l'école s'intensifia. En classe d'histoire, Jamal Carter, le professeur noir qui avait toujours soutenu Darius, tenta de calmer les tensions, mais Ethan ne lâchait pas prise. Alors, le prodige, t'as appris une autre chanson pour impressionner les profs, ou t'as juste mémorisé une partition pour faire semblant, lança-t-il, provoquant des rires. Carter, furieux, le réprimanda. « Monsieur Caldwell, votre ignorance est aussi flagrante que votre manque de respect. Sortez. » Mais Ethan, avec un sourire narquois, quitta la classe sans un regard en arrière, conscient que son père le protégerait de toute conséquence. À la pause, Darius découvrit une nouvelle humiliation, ses partitions, qu'il avait laissées dans un classeur à la bibliothèque, avaient été déchirées et jetées dans une poubelle,
avec un mot gribouillé, ça, c'est ta place. L'odeur d'encre et de papier froissé, mêlée à l'image de ses heures de travail détruites, fit monter des larmes de rage qu'il ravala à grand-peine. Cette profanation de son art, orchestrée par des gamins riches qui n'avaient jamais connu la lutte, était une injustice criante. Mais au milieu de cette tempête, des alliés émergèrent. Madame Clara Evans, l'enseignante de musique, l'approcha discrètement après les cours. « Darius, ce que tu as fait à l'Assemblée était extraordinaire. Viens chez moi ce soir. J'ai un vieux piano droit. Tu pourras pratiquer là-bas. » Sa voix, douce mais déterminée, était une lueur d'espoir. Ce soir-là, chez Madame Evans, Darius rencontra Leela Nguyen, une violoniste timide de Crestwood, et Malik Brown, un batteur passionné par le jazz, tous deux élèves de Madame Evans. Leela, d'origine vietnamienne, confia qu'elle détestait la pression de ses parents pour exceller, tandis que Malik, un garçon noir du quartier populaire voisin, parlait de son rêve de jouer dans un grand orchestre. Ensemble, ils formèrent un lien inattendu, unis par leur amour de la musique et leur frustration face à l'élitisme de Crestwood. « Ils veulent t'effacer, Darius, » dit Malik, frappant un rythme sur la table. « Mais on ne va pas les laisser faire. » Ce soutien, fragile mais sincère, raviva la flamme de Darius. Pendant ce temps, la communauté locale commença à se mobiliser. Carter organisa une réunion au Centre communautaire de l'Unité, un espace vibrant dans le quartier historique noir de la ville. Plus de 100 personnes, parents, enseignants, anciens élèves, s'y rassemblèrent, partageant des récits d'injustices similaires à Crestwood. Une mère raconta comment son fils, un excellent violoncelliste, avait été écarté du Gala des Arts pour manque de formation officielle. Un père décrivit des changements de règles soudains qui avaient empêché sa fille d'accéder à une bourse scolaire. Chaque témoignage alimentait la colère collective, une indignation face à un système qui excluait les plus vulnérables sous couvert de standards. Une avocate communautaire, Madame Sophie Leroux, prit des notes détaillées. « Ce n'est pas un cas isolé, » déclara-t-elle. « C'est un schéma de discrimination. Nous allons le prouver. » La salle éclata en applaudissements, et Darius, assis au fond avec Nathan, sentit une lueur d'espoir. Mais cette lueur fut vite obscurcie par une nouvelle attaque. Hargrove, sentant la pression monter, lança une rumeur insidieuse. Darius avait triché lors de l'Assemblée, mémorisant une seule pièce pour tromper l'audience. Cette accusation, relayée par Ethan et ses amis sur les réseaux sociaux, fut reprise par certains parents influents. Lors d'une réunion du conseil scolaire, Thomas Caldwell, le père d'Ethan, déclara: « Ce garçon n'a aucune formation. Ce qu'il a fait n'était qu'un tour de passe-passe. Pas de la vraie musique. Nous devons protéger l'intégrité de nos programmes artistiques. » Ces mots, prononcés avec un mépris glacial, niant le talent brut de Darius, firent bouillir le sang de ceux qui connaissaient de la vérité. Madame Evans, présente à la réunion, se leva, sa voix tremblante de colère. « En 35 ans d'enseignement, je n'ai jamais vu un élève avec un tel don naturel. Votre intégrité n'est qu'une excuse pour exclure ceux qui ne vous ressemblent pas. » Mais Hargrove, imperturbable, ignora son intervention, promettant une enquête approfondie sur les Thompson. Darius, déterminé à ne pas se laisser briser, commença à composer une pièce originale, qu'il intitula « Esprit inébranlable », inspiré par les spirituals que sa mère chantait, les improvisations jazz de Malik et les structures classiques qu'il adorait. Cette œuvre racontait son parcours, l'isolement, la douleur, mais aussi l'espoir. Avec Leela, Malik et Madame Evans, il planifia une riposte audacieuse, un gala communautaire au Centre de l'Unité, le même soir que le Gala des Arts de Crestwood. Ce serait une célébration de la diversité, ouverte à tous, contre l'exclusivité élitiste de Hargrove. L'idée galvanisa la communauté. Des affiches furent placardées, des musiciens locaux s'inscrivirent,
et des dons affluèrent pour louer un piano à queue digne de Darius. Mais Hargrove, informé de ce projet, passa à la vitesse supérieure. Une semaine avant le gala, Darius reçut une convocation au bureau de la conseillère scolaire. Madame Dubois, avec un sourire forcé, elle l'interrogea sur son adresse, insinuant que des irrégularités avaient été découvertes. « Nous voulons juste clarifier les choses. Darius, où vis-tu vraiment? » Ces questions, formulées avec une fausse bienveillance, étaient un piège. Darius, conscient que son avenir et le travail de son père étaient en jeu, répondit prudemment, mais l'humiliation de devoir justifier son existence le consumait. En quittant le bureau, il croisa Madame Evans, qui l'attendait dans le couloir. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, ses yeux perçants. Darius murmura. « Hargrove s'intéresse soudainement à notre adresse. » Madame Evans, les lèvres pincées, répondit. « Intéressant, comme par hasard, après que tu l'as ridiculisé. Viens chez moi ce soir. On continue. » Mais le coup le plus cruel survint la veille du gala. Darius. Lila et Malik répétaient au centre de l'unité, peaufinant esprit inébranlable. En fin de soirée, Darius s'éloigna pour récupérer son sac, laissant le piano sans surveillance. Lorsqu'il revint, un cri d'horreur lui échappa. Le piano à queue, loué avec tant d'efforts, était saccagé, les cordes étaient sectionnées, les marteaux brisés, et une insulte raciale, gravée dans le bois verni, brillait sous les projecteurs. Ethan Caldwell, surpris par l'arrivée de Darius, lâcha le cutter qu'il tenait, son visage blême passant de la panique à un sourire narquois. « Oups! On dirait que quelqu'un n'aime pas ta musique. Concierge junior. » Il s'enfuit, laissant Darius face à l'instrument mutilé. La vue de cette destruction, un acte de haine visant non seulement son art, mais son identité, était insoutenable. Chaque corde brisée était une blessure. Chaque mot gravé un poignard. La rage, mêlée de désespoir, le submergea. Comment jouer maintenant? Comment affronter la communauté qui comptait sur lui? Nathan, alerté par un appel frantique de Madame Evans, trouva son fils agenouillé près du piano, les yeux fixés sur l'insulte. « Qui a fait ça? » demanda-t-il, sa voix brisée. Darius, incapable de parler, désigna le mot gravé. Nathan, traversé par un mélange de choc, de douleur et de résolution, posa une main sur l'épaule de son fils. « On rentre. Fiston, demain, on se bat. » Cette nuit-là, Darius ne dormit pas. L'image du piano détruit, l'insulte raciale, la menace pesant sur son père, tout convergeait en une tempête de colère et d'impuissance. Mais au fond de lui, une étincelle persistait la musique. Il savait que Esprit inébranlable devait résonner, non pas pour Hargrove ou Ethan, mais pour sa mère, pour son père, pour tous ceux que Crestwood cherchait à écraser. La communauté, galvanisée par l'attaque contre le piano, redoubla d'efforts. Des musiciens locaux prêtèrent un autre instrument, moins prestigieux mais fonctionnel. Madame Leroux, l'avocate, promit de documenter l'incident comme preuve de harcèlement discriminatoire. M. Carter, les yeux brillants de détermination, déclara « Ils pensent que détruire un piano peut nous arrêter. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. » Alors que le gala approchait, Darius sentit la pression monter, mais aussi une force nouvelle, celle d'une communauté unie contre l'injustice. Mais il savait que Hargrove, acculé, ne s'arrêterait pas là. Une confrontation finale était inévitable. La nuit des deux galas rivaux arriva, et le centre communautaire de l'unité vibrait d'une énergie électrique, contrastant avec l'atmosphère guindée du gala des arts de Crestwood High. Darius Thompson, vêtu de sa chemise soigneusement repassée, se tenait dans les coulisses, les mains tremblantes, face à une foule débordante de diversité des familles noires, blanches, asiatiques, des musiciens locaux, des enfants du quartier,
tous unis pour célébrer un talent que le principal Hargrove avait cherché à écraser. Pendant ce temps, à Crestwood, Hargrove, dans son costume impeccable, accueillait les parents fortunés avec un sourire figé, mais son autorité vacillait. Des élèves et des parents, défiant ces menaces, avaient choisi le gala communautaire, et la nouvelle de la destruction du piano, un acte de haine raciale, avait enflammé la colère collective. Alors que Darius s'apprêtait à jouer Esprit inébranlable, sa composition originale, Hargrove tenta une ultime manœuvre pour briser les Thompson, révélant une cruauté qui fit bouillir le sang de tous ceux qui en furent témoins. Mais ce soir-là, la musique de Darius devint une arme, un cri de défi, et son triomphe transforma non seulement sa vie, mais aussi l'âme d'une communauté entière. Le centre de l'unité était méconnaissable, transformé en une salle de spectacle improvisée. Des chaises pliantes s'alignaient face à une scène illuminée par des projecteurs simples, ou un piano à queue, prêté par un musicien local après la destruction du précédent, trônait avec dignité. La foule, debout le long des murs, débordait jusqu'à l'entrée, brandissant des pancartes proclamant « La musique n'a pas de frontières » et « Le talent ne se zone pas ». Des caméras de télévision locales capturaient l'effervescence, tandis que des affiches racontaient l'histoire de Darius, un garçon de 14 ans, fils de concierge, autodidacte au piano, défiant l'élitisme de Crestwood. Dans les coulisses, Darius, le cœur battant, luttait contre une vague de panique, la destruction du piano, l'insulte raciale gravée dans le bois, les menaces pesant sur son père. Tout pesait sur ses épaules. Nathan, à ses côtés, posa une main ferme sur son épaule. « Souviens-toi, fiston, tu ne joues pas pour eux, tu joues pour ta mère. » Ces mots, évoquant Élise, ravivèrent une étincelle en Darius, mais la pression restait écrasante. À Crestwood, l'auditorium scintillait sous des lustres en cristal, mais l'ambiance était tendue. Hargrove, Micro and Main, vantait l'excellence de l'école, mais les sièges vides trahissaient une vérité: un tiers des élèves musiciens, dont plusieurs membres de l'orchestre, avaient boycotté l'événement pour rejoindre le gala communautaire. Parmi eux, Lila Nguyen, la violoniste, et Malik Brown, le batteur, étaient arrivés au centre de l'unité, risquant la colère de leurs parents et les sanctions de Hargrove. Plus choquant encore, des parents influents de Crestwood, dont Madame Chen, la mère de Lila, firent une apparition discrète, défiant les conventions de leur milieu. Hargrove, informé de ces désertions, entra dans une rage froide. Il ordonna aux agents de sécurité postés aux sorties de l'auditorium d'interdire aux élèves de partir, menaçant de suspension immédiate et de notes éliminatoires. Cette décision, relayée par un élève sur les réseaux sociaux, déclencha une indignation immédiate. « Ils enferment les gamins pour sauver leur gala bidon », écrivit un parent sur un forum local, alimentant la fureur publique. Cette tentative autoritaire de contrôler les élèves, alors qu'ils cherchaient à soutenir un camarade victime d'injustice, était un scandale insupportable. Au centre de l'unité, le révérend Michel Dubois monta sur scène, sa voix résonnant avec une autorité calme. « Ce soir, nous célébrons la musique qui unit, qui défie les barrières, qui donne une voix à ceux qu'on veut réduire au silence. Accueillons Darius Thompson. » La foule éclata en applaudissements, mais Darius, s'approchant du piano, sentit ses mains trembler. Il ferma les yeux, invoquant l'image de sa mère chantant des spirituals dans leur cuisine. Les premières notes d'Esprit inébranlable s'élevèrent, douces et classiques, avant de s'enrichir de progressions gospel et d'improvisation jazz. La pièce racontait son histoire: l'isolement d'un garçon noir dans une école hostile, la douleur de perdre sa mère, la cruauté d'Ethan et d'Hargrove, mais aussi l'espoir porté par une communauté. Chaque note était un cri, chaque accord une révolte. La foule, captivée, retenait son souffle. Des larmes coulaient sur les joues de Nathan, qui reconnaissait des fragments des chansons d'Élise tissées dans la composition, Lila et Malik, dans le public.
échangèrent un regard émerveillé, tandis que Madame Evans, appuyée sur sa canne, pleurait de fierté. Mais à Crestwood, Hargrove, backstage, fixait son téléphone, où des clips du gala communautaire envahissaient les réseaux sociaux. Une vidéo montrait Darius jouant, sous-titré « Ce garçon est un génie, honte à Crestwood ». La colère d'Hargrove atteignit son paroxysme. Dans un ultime acte de désespoir, il convoqua Nathan dans son bureau juste avant le gala, offrant un compromis empoisonné. Signer une déclaration admettant la fraude de résidence, démissionner volontairement, et Darius pourra jouer à notre gala. Nous vous donnerons une référence neutre pour un autre emploi. Tout le monde sauve la face. Nathan, les yeux brûlants de rage, répondit « Vous voulez que je vende la dignité de mon fils pour votre spectacle jamais. Nous irons à l'audience de résidence avec notre avocate, et nous verrons qui sauve la face. » Cette tentative de Hargrove de manipuler Nathan, en menaçant leur avenir pour préserver l'image de l'école, était une bassesse qui fit bouillir le sang de tous ceux qui en entendirent parler plus tard. L'idée qu'un homme puisse être forcé de choisir entre son travail et l'honneur de son fils était une injustice criante. Alors que Darius atteignait le climax de sa composition, un mouvement attira son attention. Une femme élégante, le Dr. Elena Martinez, de la division préuniversitaire de Juilliard, entra discrètement, accompagnée de Madame Evans. Elle observa Darius avec une intensité qui le galvanisa. Lorsque la dernière note résonna, un silence vibrant enveloppa la salle, suivi d'une explosion d'applaudissements. Les gens bondirent sur leurs pieds, criant, pleurant, s'embrassant. Nathan monta sur scène, serrant son fils dans ses bras, les larmes coulant librement. Le docteur Martinez s'approcha. « Darius Thompson, je suis Elena Martinez, de Juilliard. Votre talent est exceptionnel. J'aimerais discuter de votre avenir musical avec vous et votre père. » Elle tendit des brochures, expliquant le programme de bourse pour jeunes talents. Votre situation à Crestwood ne change rien. Un don comme le vôtre transcende les mesquineries bureaucratiques. À Crestwood. Le gala s'acheva dans une ambiance morose. Ethan Caldwell, jouant une sonate de Mozart avec une précision mécanique mais sans âme, reçut des applaudissements polis. Hargrove, dans les coulisses, voyait les notifications s'accumuler des articles dénonçant ses méthodes, des posts louant Darius, des appels à réformer Crestwood. La honte d'avoir été surpassé par un garçon qu'il avait cherché à humilier le consumait. Mais le pire était à venir. Des élèves, dont Jasmine Dupont, une violoniste senior, fournirent anonymement une vidéo montrant Ethan vandalisant le piano du centre de l'unité. La preuve, diffusée par un média local, déclencha une tempête. Thomas Caldwell, le père d'Ethan, convoqua une réunion d'urgence du conseil scolaire. « Richard, vos actions nous mettent dans une position intenable, » lança-t-il. « Un élève noir talentueux est poussé dehors pendant que mon fils... » Il s'interrompit, la honte dans la voix. Le conseil vota une enquête indépendante sur les pratiques discriminatoires d'Hargrove, et le surintendant du district intervint, réintégrant Nathan avec salaire rétroactif et s'excusant officiellement pour l'enquête biaisée. Mais Hargrove tenta une dernière manœuvre. Lors de l'audience de résidence, il produisit un faux document suggérant que Nathan avait falsifié des factures pour prouver leur adresse. Cette accusation, fabriquée de toutes pièces, fut démontée par Madame Sophie Leroux, l'avocate, qui présenta des preuves irréfutables de la résidence des Thompson. L'audace de Hargrove, prêt à mentir pour détruire une famille, souleva une indignation collective. La salle d'audience, remplie de membres de la communauté, éclata en protestation, forçant le conseil à suspendre l'audience. Quelques jours plus tard, sous la pression des médias et des parents, Hargrove remit sa démission, incapable de supporter les nouvelles politiques d'inclusion imposées par le conseil. Son départ, bien que tardif,
fut une victoire douce amère pour Darius et Nathan. Le gala communautaire eut des répercussions durables. La vidéo de Darius jouant Esprit inébranlable devint virale, attirant l'attention de conservatoires nationaux. Le Dr Martinez organisa des leçons hebdomadaires pour Darius à Juilliard, avec une bourse complète pour leur programme estival. Le Centre de l'Unité, grâce à des dons inspirés par Darius, lança un programme musical pour les jeunes défavorisés, avec Lila et Malik comme premiers instructeurs. À Crestwood, le conseil scolaire, secoué par le scandale, approuva une initiative artistique élargie, axée sur l'accès pour tous. Ethan, suspendu pour vandalisme, perdit son statut de leader parmi ses pairs, ostracisé par ceux qui refusaient d'être associés à son comportement. Quelques mois plus tard, Darius monta sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées, invité à un gala culturel pour jeunes artistes. Nathan, Madame Evans, le Dr Martinez et une délégation du Centre de l'Unité étaient dans le public, alors qu'ils s'asseyaient au piano. Darius pensa à sa mère, à son père, à la communauté qu'il avait soutenue. Sa nouvelle composition, Voix libre, mêlait des influences africaines, européennes et jazz. Un hymne à la résilience. Lorsqu'il joua, chaque note portait la douleur des humiliations, la colère face à l'injustice, mais surtout l'espoir d'un monde où le talent triomphe des préjugés. L'ovation qui suivit fit trembler la salle. Et Nathan, les yeux brillants, murmura « Élise, tu vois ça. » L'histoire de Darius transforma Crestwood. Carter fut nommé président d'un comité pour la diversité, avec Nathan comme représentant des parents. Madame Evans, bien que retraitée, devint mentor bénévole, guidant les élèves marginalisés. Lila et Darius collaborèrent sur une pièce fusionnant des échelles asiatiques et classiques, symbolisant leur amitié. Un an après le gala, Darius reçut une invitation à jouer à la salle Pleyel, où il présenta une œuvre commandée par un orchestre de jeunes. En montant sur scène, il vit son père, ses mentors, sa communauté, un rappel que son talent, né dans l'adversité, avait ouvert des portes pour d'autres. La musique, qui avait été son refuge, était devenue son arme. Et Crestwood, autrefois un bastion d'exclusion, commençait à changer. L'histoire de Darius Thompson, un jeune prodige du piano confronté à l'injustice et à la discrimination dans l'école élitiste de Crestwood High, résonne profondément avec les valeurs françaises d'égalité, de fraternité et de résistance face à l'oppression. À travers son parcours, marqué par l'humiliation publique, les attaques racistes et les obstacles bureaucratiques orchestrés par le principal Hargrove, Darius incarne une lutte universelle, celle de l'individu qui, malgré les barrières sociales, affirme son talent et sa dignité. Cette saga, riche en émotions, suscite à la fois une indignation brûlante face à l'injustice et une admiration pour la résilience humaine. En tant que spectateur, je ressens une palette complexe de sentiments, colère, espoir, fierté, et je tire de cette histoire des leçons précieuses, applicables à la vie quotidienne, qui reflètent l'esprit français de justice sociale et de solidarité communautaire. Tout d'abord, l'histoire de Darius m'a profondément indigné par l'injustice criante dont il est victime, lorsqu'il est forcé de monter sur scène pour être ridiculisé, sous les rires cruels d'une audience privilégiée. Je ressens une colère viscérale contre le principal Hargrove et Ethan Caldwell, qui utilisent leur pouvoir pour écraser un garçon vulnérable. Cette humiliation publique, aggravée par des actes racistes comme la destruction de ses partitions, le vandalisme du piano et l'insulte gravée, est insupportable. En France, où l'égalité est un pilier républicain, de tels comportements rappellent les combats historiques contre les discriminations, qu'elles soient raciales, sociales ou économiques. Cette indignation me pousse à réfléchir à ma propre responsabilité. Ai-je déjà été témoin d'une injustice sans intervenir? L'histoire de Darius m'enseigne qu'il ne suffit pas de condamner l'injustice en silence. Il faut agir, même à petite échelle, pour défendre ceux qui sont injustement ciblés.
Une première leçon que je retiens est l'importance de la dignité face à l'adversité. Darius et son père, Nathan, refusent de céder au chantage d'Hargrove, qui leur propose un compromis humiliant, admettre une faute fictive en échange d'une place au gala de Crestwood. Nathan déclare « Nous ne troquons pas notre dignité pour une opportunité ». Cette phrase, empreinte de noblesse, résonne avec l'éthique française, héritée de figures comme Jean Jaurès ou Simone Veil, qui ont défendu l'honneur humain contre les compromissions. Dans ma vie, cette leçon s'applique lorsque je fais face à des pressions pour me conformer à des normes injustes ou pour sacrifier mes valeurs. Par exemple, au travail, si je suis tenté d'accepter un compromis éthiquement douteux pour une promotion, je me souviendrai de Nathan et Darius, qui ont choisi l'intégrité malgré le risque de tout perdre. Cette résolution renforce ma confiance en mes principes, même dans les moments difficiles. Ensuite, l'histoire met en lumière la puissance de la communauté face à l'injustice institutionnelle. Lorsque Hargrove tente d'expulser Darius et de licencier Nathan, la communauté du Centre de l'Unité se mobilise des parents, partagent leurs propres expériences de discrimination. Des musiciens prêtent un piano, une avocate documente les abus. Cette solidarité reflète l'esprit français de fraternité, célébré dans des mouvements comme les manifestations pour les droits sociaux ou les initiatives citoyennes pour l'inclusion. En France, des collectifs comme SOS Racisme ou les associations de quartier incarnent cette force collective. Pour ma part, je réalise que je peux contribuer à cette solidarité dans ma vie quotidienne. Par exemple, en soutenant un collègue victime de harcèlement, en participant à une association locale ou en dénonçant des pratiques discriminatoires dans mon entourage. Je peux faire partie d'un réseau qui amplifie les voix marginalisées. Cette leçon m'encourage à être un acteur actif, et non un simple spectateur, dans la lutte pour la justice. Un autre enseignement majeur est la résilience à travers l'art. La musique est le refuge de Darius, son moyen de surmonter la perte de sa mère et les attaques de Crestwood. Sa composition, esprit inébranlable, transforme sa douleur en une œuvre puissante, un acte de résistance culturelle. En France, où l'art est une institution nationale, des opéras de Paris au Festival d'Avignon, cette idée que la création peut défier l'oppression est profondément ancrée. Elle me rappelle des artistes comme Édith Piaf, dont les chansons portaient les blessures d'une vie difficile, ou des écrivains comme Albert Camus, qui ont fait de l'art un outil de révolte. Dans ma vie, je peux appliquer cette leçon en trouvant un exutoire créatif pour mes propres défis. Que ce soit en écrivant, en peignant ou en jouant d'un instrument, je peux transformer mes frustrations en quelque chose de beau et de significatif, renforçant ainsi ma capacité à persévérer. Enfin, l'histoire de Darius m'enseigne l'importance de reconnaître le talent au-delà des barrières sociales. Le Dr Elena Martinez de Juilliard voit en Darius un prodige, indépendamment de son statut de fils de concierge. Cette reconnaissance contraste avec l'élitisme d'Hargrove, qui juge les élèves selon leur richesse ou leur pédigree. En France, où l'accès à l'éducation et à la culture est un droit proclamé. Cette leçon est un rappel que le talent peut émerger partout, des banlieues aux campagnes. Elle m'incite à regarder au-delà des apparences. Dans mes interactions quotidiennes, un étudiant discret peut cacher un génie. Un collègue modeste peut avoir des idées brillantes. En adoptant cette ouverture d'esprit, je contribue à créer un environnement où chacun a une chance de briller, fidèle à l'idéal français de mérite. En conclusion, l'histoire de Darius Thompson est un miroir des combats pour l'égalité et la justice qui résonnent dans la culture française. Elle m'enseigne que la dignité, la solidarité, la résilience artistique et la reconnaissance du talent sont des armes puissantes contre l'injustice. Ces leçons, appliquées à ma vie, me poussent à défendre mes valeurs, à soutenir ma communauté, à créer face à l'adversité et à voir le potentiel en chacun. Comme Darius, qui a transformé l'humiliation en triomphe. Je veux croire que chaque défi est une opportunité de grandir et de changer le monde. Ne serait-ce qu'à ma petite échelle. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à agir pour amplifier son message.
Cliquez sur le bouton « J'aime » pour montrer que vous croyez en la justice. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'inspiration. Et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits de courage et de résilience. Laissez un commentaire avec le mot « égalité » pour rejoindre notre communauté et affirmer que chaque voix mérite d'être entendue. Ensemble, faisons résonner l'histoire de Darius et construisons un monde où le talent triomphe des préjugés. L'histoire de Darius Thompson, un jeune prodige du piano confronté à l'injustice et à la discrimination dans l'école élitiste de Crestwood High, est une œuvre narrative d'une puissance émotionnelle rare, qui résonne profondément avec les valeurs françaises d'égalité, de fraternité et de résistance face à l'oppression. À travers son parcours, marqué par l'humiliation publique, les attaques racistes et les obstacles bureaucratiques orchestrés par le principal Hargrove, Darius incarne une lutte universelle, celle de l'individu qui, malgré les barrières sociales, affirme son talent et sa dignité. Cette saga, riche en émotions, suscite une palette complexe de sentiments, indignation brûlante, espoir vibrant, fierté immense, et m'invite à une introspection profonde sur les injustices de notre société et sur ma propre responsabilité face à elles. En tant que spectateur imprégné de la culture française, où la justice sociale et l'accès à la culture sont des idéaux chers, je tire de cette histoire des leçons précieuses, applicables à la vie quotidienne, et je ressens une urgence à agir pour que des récits comme celui de Darius inspirent un changement tangible. Dès les premières scènes, l'histoire m'a submergé d'une colère viscérale face à l'injustice infligée à Darius, lorsqu'il est forcé de monter sur scène lors de l'assemblée scolaire, sous les rires cruels d'une audience privilégiée manipulée par Hargrove. Je ressens une indignation profonde. Ce moment, où un garçon de 14 ans est exposé à la moquerie publique simplement parce qu'il est le fils d'un concierge noir, est insupportable. Les actes racistes qui suivent, le vandalisme de son casier avec des insultes, la destruction de ses partitions, l'attaque du piano communautaire avec une injure gravée, amplifient cette rage. Ces gestes, orchestrés par Ethan Caldwell et tolérés par une institution complice, rappellent les discriminations historiques et actuelles en France, des banlieues marginalisées aux préjugés dans les écoles d'élite. En tant que Français, attaché à l'idéal républicain d'égalité, je me sens personnellement interpellé. Combien de fois ai-je vu des injustices similaires, peut-être moins flagrantes, dans mon propre environnement? Cette colère m'enseigne que le silence face à l'injustice équivaut à une complicité passive. Elle me pousse à m'engager activement, que ce soit en dénonçant des remarques discriminatoires au travail ou en soutenant des initiatives pour l'inclusion dans ma communauté. Au-delà de la colère, l'histoire de Darius m'inspire un profond respect pour sa résilience et celle de son père, Nathan. Leur refus de céder au chantage d'Hargrove, qui propose un compromis humiliant, admettre une fraude fictive en échange d'une place au gala, est un acte de courage qui incarne la dignité. La phrase de Nathan, « Nous ne troquons pas notre dignité pour une opportunité », résonne comme un manifeste, évoquant des figures françaises comme Jean Jaurès, qui défendait la justice sociale, ou Simone Veil, qui luttait pour l'honneur humain. Cette dignité face à l'adversité m'invite à réfléchir à mes propres choix. Dans ma vie, il m'arrive de faire face à des pressions pour me conformer à des normes injustes, accepter un compromis douteux pour une promotion, ignorer une remarque sexiste pour éviter le conflit. L'exemple des Thompson me rappelle que l'intégrité est une force, même lorsqu'elle semble coûteuse. Par exemple, si je suis témoin d'une injustice au travail, comme un collègue discriminé pour son origine, je m'efforcerai de le soutenir, même au risque de tensions avec mes supérieurs. Cette leçon renforce ma conviction que la dignité personnelle est le fondement d'une société juste. Un autre sentiment puissant que suscite cette histoire est l'espoir, porté par la solidarité communautaire. Lorsque Hargrove tente d'expulser Darius et de licencier Nathan, le Centre communautaire de l'unité se mobilise. Des parents partagent leurs expériences de discrimination,
Des musiciens prêtent un piano. Une avocate documente les abus. Cette fraternité, qui transcende les origines et les classes sociales, reflète l'esprit français célébré dans des mouvements comme les manifestations pour les droits sociaux ou les collectifs citoyens pour l'inclusion, comme SOS Racisme. Elle me rappelle des moments de ma propre vie où la solidarité a fait de la différence, une collecte pour un voisin en difficulté, une manifestation pour défendre l'éducation publique. Cette leçon m'incite à m'impliquer davantage dans ma communauté. Par exemple, je pourrais rejoindre une association locale pour soutenir les jeunes talents issus de milieux défavorisés ou organiser des ateliers culturels dans mon quartier. La force collective du Centre de l'Unité m'enseigne que chaque petit geste compte dans la construction d'un monde plus équitable. L'histoire met également en lumière la puissance transformative de l'art, un thème cher à la culture française, où la musique, la littérature et le théâtre sont des piliers de l'identité nationale. La composition de Darius, esprit inébranlable, transforme sa douleur en une œuvre d'une beauté universelle, mêlant classique, gospel et jazz. Ce recours à l'art comme résistance évoque des artistes français comme Édith Piaf, dont les chansons portaient les blessures de la vie, ou des écrivains comme Albert Camus, qui voyaient dans la création une révolte contre l'absurde. Ce pouvoir de l'art m'inspire dans ma propre vie. Lorsque je traverse des moments difficiles, un échec professionnel, une perte personnelle, je peux me tourner vers la créativité pour donner un sens à ma douleur. Écrire un journal, jouer d'un instrument ou même dessiner peut devenir un acte de résilience. Par ailleurs, je m'engage à soutenir les arts accessibles à tous, en assistant à des concerts locaux ou en plaidant pour des programmes culturels dans les écoles publiques, afin que chacun ait l'opportunité de s'exprimer comme Darius. Enfin, l'histoire de Darius m'enseigne l'importance de reconnaître le talent au-delà des barrières sociales, une valeur alignée avec l'idéal français de méritocratie. Le Dr Elena Martinez de Juilliard voit en Darius un prodige, indépendamment de son statut de fils de concierge, contrairement à Hargrove, qui juge les élèves selon leur richesse. En France, où l'accès à l'éducation est un droit proclamé, cette leçon est un rappel que le talent peut surgir partout, des cités aux villages. Elle m'incite à adopter une posture d'ouverture dans mes interactions quotidiennes. Un étudiant discret peut être un génie. Un collègue modeste peut avoir des idées révolutionnaires. Par exemple, en encadrant un jeune stagiaire, je veillerai à valoriser ses compétences sans préjuger sur son parcours. Cette approche contribue à créer un environnement inclusif, fidèle à l'esprit républicain. En somme, l'histoire de Darius Thompson est un miroir des combats pour la justice et l'égalité qui résonnent dans la culture française. Elle suscite en moi une indignation face à l'injustice, un respect pour la dignité, un espoir dans la solidarité, une admiration pour l'art et une volonté de reconnaître le talent universel. Ces leçons, appliquées à ma vie, m'encouragent à défendre mes valeurs, à soutenir ma communauté, à créer face à l'adversité et à voir le potentiel en chacun. Comme Darius, qui a transformé l'humiliation en triomphe, je veux croire que chaque défi est une opportunité de grandir et de changer le monde, ne serait-ce qu'à ma petite échelle. Si cette histoire vous a ému, je vous invite à agir pour amplifier son message. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour affirmer votre soutien à la justice. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'inspiration. Et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits de courage et de résilience. Laissez un commentaire avec le mot « égalité » pour rejoindre notre communauté et proclamer que chaque voix mérite d'être entendue. Ensemble, faisons résonner l'histoire de Darius et bâtissons un monde où le talent triomphe des préjugés.